c'est cette définition de Saint-Cyr qui m'a toujours marqué. Elle me marquera toujours. Saint-Cyr est l'école par excellence de la jeunesse où on entre sans calcul d'intérêt ni d'ambition. Parce qu'on a le choix. On avait le choix. On n'est pas rentré forcé à Saint-Cyr. Ça n'a pas été facile. C'est pas si simple. Parce qu'on a le goût de l'action et une âme prête à se dévouer à la grandeur de la patrie. Donc, quand on a en référence toutes ces choses-là, on sait que l'on sert, où que l'on soit, quel que soit son niveau, on sert à quelque chose et on apporte sa contribution. Donc, je ne dirais pas que ce que j'ai vécu, si je l'avais vécu dans une autre unité ou dans une autre armée ou dans un autre cadre, ça aurait été aussi simple. Mais à la Légion, l'avantage, c'est que on sait très bien que les gens ont un parcours de vie, personne ne viendra fouiller, personne ne viendra te titiller, parce que même si les gens sentent qu'il y a quelque chose, personne ne viendra fouiller par indiscrétion. Il y a ce respect qui est quelque chose de très bien, qui permet de préserver son passé et puis son histoire et ses raisons d'être à la Légion. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Dans l'épisode de la semaine dernière, nous vous avons présenté le dernier livre que Défense Zone a édité en format poche et qui renferme 55 témoignages d'officiers d'une promotion de Saint-Cyr. Cette semaine, nous partons à la rencontre de l'un d'entre eux afin de découvrir son parcours hors norme. Après avoir achevé les 3 ans de formation au même titre que ses camarades français, Abderrahmane Rama, alors élève tchadien, décide de poursuivre son engagement au service de la France dans la Légion étrangère en tant qu'engagé volontaire. Ce si rare képi blanc est désormais haut fonctionnaire dans l'administration française. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et également à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-zone.com ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Abderrahmane, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bonjour Fred, Abderrahmane Rama, donc de la promotion chef de bataillon de Kouanté, 91-94. J'ai intégré l'école en venant du Tchad, donc envoyé par le gouvernement du Tchad à l'issue donc du coup d'État et de la révolution qui a mis fin au régime d'Hissène Habré en 1990. Et donc moi j'ai rejoint donc la promotion à l'issue donc du départ de mes camarades français en régiment, puisque en corps de troupes. Donc pendant leur temps de corps de troupes, donc j'avais rejoint avec mes autres camarades saoudiens, africains. On a rejoint donc le 3e bataillon pendant qu'eux ils étaient en corps de troupes et donc on a réintégré la formation à l'issue donc de leur retour lorsque nous avions fini donc nos classes. Donc voilà, donc un parcours par Saint-Cyr, mais aussi un autre parcours dans la vie civile et un retour dans le monde militaire. Je pense qu'on aura l'occasion de l'évoquer au cours de notre entretien. Donc voilà, donc plusieurs vies, et tout cela avec un point de départ bien entendu, ce passage par les écoles de Koweït-Kidan et par Saint-Cyr qui a été un marqueur, un transformateur aussi, puisque c'est ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, cet ensemble de vies qui ont été construites sur cette base que j'ai acquise ici même à Koweït-Kidan durant les 3 années. Parce qu'au moment où on enregistre cet entretien, nous sommes dans les locaux de Saint-Cyr, cette école qui héberge tous les ans maintenant le Festival international du livre militaire, et du coup on y présente plusieurs ouvrages, notamment un livre dont tu es le co-auteur, l'un des 55 co-auteurs, qui s'appelle Le choix de l'engagement, dont on mettra des liens en description pour que les gens aillent voir ça. Et avant de revenir sur ce livre et puis sur ces plusieurs vies que tu as connues, j'aimerais te poser la question suivante, c'est avant d'intégrer Saint-Cyr, avant de devenir pour le coup officier, de pouvoir devenir officier français, cette école-là qui forme les officiers français, c'est quoi ton parcours d'avant ? Tu étais militaire au Tchad ? Non, pas du tout. Donc j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Déjà cet état d'esprit, donc Saint-Cyr est l'école par excellence de la jeunesse où on entre sans calcul d'ambition ni d'intérêt. Je ne veux pas vous citer parce qu'on a soif de grand air et de mouvement. Donc cette envie, ce rêve de grand air et de mouvement, j'ai eu de la chance très jeune.
J'ai eu un père qui a été administrateur civil et haut fonctionnaire et qui, durant son parcours professionnel, lui aussi, il a eu une parenthèse en tant qu'ambassadeur et spécialiste des langues orientales. Je me suis retrouvé avec lui dans des affectations au Proche et Moyen-Orient. Donc très jeune, j'ai passé ma vie à voyager tous les 3 années, à changer de capitale, d'aller à la rencontre des autres. Et donc quand j'étais jeune, je n'ai jamais rêvé d'être militaire, mais je rêvais d'être pilote parce que je passais mon temps à voyager. J'ai rêvé aussi d'être un homme d'action. À l'époque, c'était Kojak, Telly Savalas, la fameuse série. Donc je rêvais d'être inspecteur de police, mais jamais d'être militaire. Et donc j'ai eu la chance d'éviter la guerre au Tchad, la guerre civile, puisque j'étais à l'étranger. Et lorsque je suis rentré au Tchad, mon père étant à l'époque donc un fidèle du régime d'Hissène Habré, puisqu'il a rejoint donc la capitale en 82 après la victoire de Hissène Habré. Donc moi j'ai rejoint par la suite le Tchad où j'ai finalisé en quelque sorte mon parcours secondaire dans un collège avec les bonnes sœurs, comme on disait en Afrique, les bonnes sœurs, c'est pas péjoratif, par respect, déférence, les gens les appelaient comme ça, du Sacré-Cœur. Et donc j'étais toujours pas fixé sur mon avenir professionnel. J'étais pas mauvais élève, et donc ça désespérait un peu mes enseignants en me disant vous devriez. Donc, mais moi je me disais, je me voyais encore dilettant de voyage, etc. Et mon rêve, ça a été par la suite. Le déclenchement, c'était bien sûr autour de moi la guerre du Tchad contre la Libye, etc. C'est là que j'ai commencé un peu à... Et puis aussi j'ai eu la chance, ou la malchance, de passer par des pays qui ont par la suite connu la guerre. J'ai connu la guerre Iran-Irak, le Liban, puisqu'on l'a quitté également pendant la guerre civile. Donc j'ai été marqué un peu par la guerre, mais je n'avais jamais vraiment conçu un projet de vie ou de vie professionnelle autour donc de l'uniforme. Et ce que j'ai vécu à la fin au niveau du Tchad, de cette guerre finissante entre le Tchad et la Libye, qui a peut-être un peu forgé les choses. Je me voyais intégrant déjà les écoles préparatoires militaires à l'époque au niveau de l'Afrique. Il y en avait quelques-unes qui étaient bien réputées à Bingerville en Côte d'Ivoire, ou bien au Congo-Brazzaville ou au Sénégal. Mais ma mère, n'y étant pas tout à fait favorable, parce que la guerre entre le Tchad et la Libye faisait rage, et pour elle, c'est risqué d'aller faire une préparation militaire, parce qu'on finirait chair à canon en cas de besoin par le régime envoyé au front. Donc du coup, elle a toujours été hostile. Mais moi, ça a été à ce moment-là mon rêve. Une fois que j'ai obtenu mon bac, je disais, il fallait que j'intègre. Donc là, j'ai rejoint l'armée nationale tchadienne, mais en tant que jeune élève officier, entre guillemets, où je préparais en même temps le concours pour entrer à Saint-Cyr au titre du Tchad. Et donc j'avais fait une préparation sur mesure, j'avais cette chance-là, à la fois lettres, histoire géo, puisque je suis titulaire d'un bac A4, série A4, donc j'ai préparé à la fois en histoire géo, en droit et en philo, et donc j'ai pu obtenir ma place pour rejoindre justement à Saint-Cyr à l'issue, pour par la suite revenir et contribuer à la réorganisation de l'armée tchadienne du régime d'Hissène Habré. Donc voilà, c'est ainsi que j'ai pu un peu tardivement concevoir ce projet, et j'ai eu la chance de pouvoir le réaliser puisqu'il n'y avait que 2 places pour le Tchad, et donc on était je ne sais pas combien de candidats, et contrairement à ce que pensent les uns et les autres, parce que souvent quand on a rejoint l'école, souvent les gens me disent « Ah bah oui, mais c'est parce que tu es le fils d'eux, parce que... » Non, j'ai passé un vrai concours où j'ai quand même travaillé pour, et donc ça a été une fierté de pouvoir... Nous étions 2 Tchadiens sur la promotion, 2 Tchadiens, 2 Sénégalais, 2 Nigériens, etc. Donc j'ai été fier de rejoindre bien sûr cette école et de pouvoir réaliser mon rêve. Et de quelle façon? Parce que Saint-Cyr, sa réputation, elle dépasse largement les frontières hexagonales. Donc pour moi, pouvoir réaliser mon rêve en passant par cette école, c'était le summum. Donc ça a été un rêve qui est né un peu tardivement, mais qui a très vite pu se réaliser dans des très bonnes conditions. Donc voilà. D'accord. Et à ce moment-là, avant d'arriver à Saint-Cyr, tu avais déjà voyagé en France ? En France, non.
comme je disais, mon père était, comment on appelle ça, arabisant. Donc toute sa carrière diplomatique, il l'a faite dans des pays. Donc j'ai passé mon enfance dans un proche Moyen-Orient, péninsule arabique, Liban, Soudan un peu, en passant de temps en temps. Mais l'Occident, non, je ne le connaissais pas. Par contre, mon père, il a fait ses études. À l'époque, l'INFOM, c'était le pendant de l'ENA, où on formait les administrateurs civils des pays qui allaient émergents, entre guillemets, des pays qui sortaient de la colonisation. Donc rue de l'Observatoire, et ma mère aussi par son premier mariage. Donc voilà mes liens un peu avec l'armée. Son premier mariage, elle était mariée avec un jeune officier, il était congolais puisqu'elle est d'origine congolaise, et donc elle était venue en France, elle a connu, à l'époque on formait les officiers avant juste l'indépendance, les officiers africains à Saint-Mexan, ensuite lui il était spécialisé dans la gendarmerie, donc elle a connu Melun, donc elle nous en a toujours parlé, mais bon, moi j'ai jamais mis les pieds, donc non, je suis arrivé en France, mais vraiment pour rejoindre Koweït Kidan. Donc tu as découvert la France à travers la Bretagne. À travers la Bretagne, mais surtout le premier atterrissage, Paris bien sûr, une première nuit au Fort-Neuf de Vincennes, le district de transit de Paris. Donc voilà la première expérience, découverte de Paris où je disais ce ciel rouge qui nous surprend, ciel de pollution parisien à l'époque. Donc voilà, première nuit, et puis le lendemain, et après le train, gare Montparnasse, jusqu'à Gare de Rennes où on était accueillis par notre chef de section qui était venu avec le conducteur nous récupérer à la Gare de Rennes jusqu'à Koweït Kidan, le trajet en voiture. Donc voilà, et vraiment une immersion rapide, un atterrissage presque forcé. Et, en hiver, puisque on a rejoint donc en février, fin janvier, donc février, donc en plein hiver, ça a été un peu rude, mais bon, c'était quand même très intéressant parce qu'effectivement, cette découverte brutale a fait aussi que tout de suite on rentre dedans et il n'y a pas le choix. Donc voilà, rentrer dans le dur d'entrée de jeu. Et comment tu l'as vécu ce parcours à Saint-Cyr? Est-ce que les premiers jours étaient très compliqués? Est-ce que tu imaginais ça comme... Est-ce que tu l'as vécu comme tu l'imaginais ou... Très compliqué. L'accueil a été... Ce qui était un peu compliqué, c'est de ne pas voir mes camarades de promotion en entier, puisque comme je disais, mes camarades français, ils ont fait leur classe, et puis ils sont partis en corps de troupes. Et donc nous étions, nous les étrangers, de la promotion entre nous. Donc il y avait des Africains, des Saoudiens, et nous étions intégrés dans une promotion d'élèves officiers de réserve. Donc on avait des polytechniciens, nos camarades de l'école militaire corps technique administratif. Et, donc c'était vraiment une promotion des OR où nous étions intégrés dedans. Et ce qui est difficile, c'était de se dire que nous allions nous quitter, puisque après on allait retrouver nos camarades qui, eux, pendant ce temps-là, ont eu le temps, 4 mois avant nous, de faire leur cohésion. Donc pour nous, on savait bien que le challenge allait être là, de pouvoir réintégrer et faire corps avec un groupe qui a eu déjà la possibilité de se connaître auparavant. Mais bon, même s'ils ont eu cet intermède de corps de troupes, leur passage en corps de troupes qui a fait qu'il y a eu quand même un temps de séparation et qu'il a fallu eux-mêmes reconstruire quelque chose qu'ils ont bâti 4 mois en amont. Donc c'était ça qui était un peu difficile, de ne pas se dire faisant partie d'une promotion qu'on ne voyait pas. Mais bon, pour l'ensemble, l'intégration s'est bien faite, la prise en main, et puis l'acclimatation. Donc non, en termes de difficulté, non, puisqu'on rentrait réellement dans le vif du sujet une fois qu'on a rejoint la promotion. Et la partie EOR, je ne dirais pas que c'est pas difficile en soi, mais on était sur une préparation, vraiment un dégrossissage en quelque sorte, avant de rentrer dans le vif du sujet avec toute la promotion au niveau du 3e bataillon. Voilà. Oui. Ton passage par Saint-Cyr, ça dure combien de temps? 3 années, donc cette première année qui était en partie faite sans mes camarades de promotion. Ensuite, les camarades de promotion qui sont venus, nous avons fini le 3e BAT, on a rejoint le 2e bataillon une année, et une 3e année, le 3e BAT, où on était officier élève donc d'active. Et à l'issue de cette année, nous passions donc en école d'application. Pour ma part, c'était à Montpellier dans l'infanterie. Donc 3 années et puis 1 année de spécialisation à Montpellier pour ma part.
D'accord. Et à l'issue de Saint-Cyr, de cette formation de 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé? À l'issue de cette formation de 3 années, donc, il y a déjà eu un premier, je dirais pas incompréhension, mais pour ma part, il y a eu une première déception, puisque moi, comme je vous disais, hein, je rejoins l'armée tchadienne pour que je puisse contribuer à sa réorganisation. C'était le but de mon engagement, puisqu'on était une armée de révolution, une armée encore très peu professionnelle. Et donc l'objectif pour moi, c'était de repartir et de bâtir, contribuer à la construction de cette nouvelle armée sur des nouvelles bases modernes, une armée nationale, et non plus une armée donc partisane. Et donc je sentais déjà qu'il y avait très peu d'évolution par rapport au discours et aux messages qui étaient initialement véhiculés. Et sachant que j'ai eu des camarades hein, qui ont participé à cette révolution ou qui sont morts, hein, qui étaient jeunes, et qui malheureusement, par la suite, je trouvais que les engagements n'étaient pas tenus. Donc déjà à la fin presque du 3e bataillon, j'avais émis des doutes quant à la sincérité du régime à vraiment rentrer dans une modernisation et la construction d'une armée réellement nationale, parce que je ne me voyais pas servir dans une armée qui était partisane et qui n'avait pas pour objectif premier celui de servir le pays et non pas servir un clan, une région ou autre. Et malheureusement, cette crainte a été confirmée l'année d'après, quand j'étais en application, puisque je reçois des camarades, etc. Donc durant les 3 années, je n'ai pas eu l'occasion de retourner au Tchad pour voir de visu, mais les échos, les informations que j'avais, également les stagiaires tchadiens qui venaient, je voyais que malheureusement, je n'avais pas de raison d'espérer une quelconque évolution. Donc ça a été très difficile parce qu'on se dit mais est-ce qu'on s'est fourvoyé, est-ce qu'on nous a un peu menti c'est un peu la douche froide hein, quand on se dit dans bientôt je vais retourner, je vais commander à des hommes, je vais aller les amener en mission, eux ils vont risquer leur vie, moi aussi, pour des objectifs qui ne sont pas vraiment ceux pour lesquels je me suis engagé. Et donc c'était à cet âge-là, à 22 ans, 23 ans, quand on se pose ce genre de questions, il est très difficile d'avoir une réponse satisfaisante, parce que la réponse, ça doit être sa propre réponse. Hein. Il a été très difficile d'être suivi et d'être compris aussi, que ce soit au niveau donc, de l'armée tchadienne, ça a été très difficile de pouvoir expliquer cela, puisque pour eux, toute idée n'allant pas dans le sens du discours officiel était perçue comme quelque chose, comme une trahison, d'autant plus qu'à l'époque, il y avait encore des mouvements de rébellion à l'est du Tchad, hein, ma région d'origine, hein, celle du Wadaï. Donc pour eux, c'était tout simplement perçu comme des mouvements, comme une réaction velléitaire allant dans le sens de ce qui s'y fait sur le terrain en termes d'opposition et autres, alors que c'était pas du tout cela. Donc ça a été très difficile de faire le choix et puis de se dire je vais rentrer et il va falloir aussi faire d'autres choix, puisque sur place peut-être que les choses ne seraient pas exactement celles auxquelles je m'attendais. Et là, comment se positionner? C'était des questions vraiment existentielles pour lesquelles il a fallu très, très vite trouver des réponses. Hein. Et donc pour ma part, il a fallu que je rentre sur place pour voir, et c'est ce qui a été aussi un peu encouragé par les autorités, hein, au niveau des écoles, que ce soit à Montpellier ou en partance de Coët-Quidan, par l'état-major bien sûr français aussi, puisque j'ai exprimé très vite ma position. Et donc j'ai été encouragé à rentrer et de voir ça sur place, puisque mon idée c'était de rentrer et de voir sur place exactement ce que j'allais devenir. Donc une fois rentré sur place, je me suis rendu compte de visu que effectivement il y a eu beaucoup de promesses, il y a eu beaucoup d'engagements, mais concrètement on a poursuivi ce pourquoi les gens se sont battus, et donc on a changé de tête mais pas de système, c'est ce que j'explique par la suite. Et donc pour ma part, il n'était pas question que je puisse continuer dans cette voie-là, puisque ça ne correspond pas du tout à mon engagement initial. Je n'avais rien à reprocher au régime, au contraire, hein, puisque je pouvais largement en profiter. La preuve, quand je suis reparti, j'ai exposé ma position. Tout de suite, on me proposait qu'est-ce que tu veux? Tout de suite, on te propulse dans le grade supérieur, comme ça te satisfait, un poste qui t'intéresse. Donc j'ai expliqué que non, justement, c'est justement toutes ces choses-là que moi je rejette, et je ne peux pas rentrer dans ce jeu-là. Et donc
j'ai demandé à être mis, comment dirais-je, pas à la retraite, puisque j'en étais encore loin, mais reversé dans la réserve ou autre, pouvoir servir autrement, puisque d'actif, je ne m'y voyais pas aller commander à des hommes qui allaient eux-mêmes faire la guerre à d'autres Tchadiens, non pas parce que le territoire était menacé par un ennemi extérieur ou autre, mais uniquement parce que il fallait protéger un régime en place. Donc je ne m'y voyais pas être complice de tout cela, et donc j'ai émis tout simplement mon souhait de pouvoir être laissé de côté et puis continuer à servir mon pays, mais autrement que par les armes. Ce qui n'a pas été compris, ce qui a été très mal perçu. Et heureusement que j'ai un appui familial et un nom de famille qui m'a un peu préservé et qui peut justifier que je ne suis pas dans la trahison ni quoi que ce soit, mais c'était vraiment des convictions et des positions personnelles. Mais quand bien même cela a été dans ce cas-là, ça a été très mal perçu. Et puis j'ai très vite compris que ça n'allait pas bien se passer, donc j'ai demandé à repartir en France pour poursuivre, puisqu'à l'époque, en étant à Kouet-Kidan, j'avais la possibilité de passer, étant passionné d'histoire militaire, j'ai passé ma licence avec convention, il y avait des conventions entre Paris 1 et les écoles, donc j'avais passé ma licence d'histoire, et donc je me suis dit, en attendant que les choses évoluent, je vais revenir en France, poursuivre mes études, et si les choses évoluent, je réintègre, ou si ma demande a été par la suite validée, je serai reversé dans la réserve et continuer à servir l'administration publique d'une autre façon. Mais les années passant, les choses n'évoluant pas, il a bien fallu à un moment donné trancher aussi, parce que c'est très difficile, c'est très inconfortable comme situation, où on est dans l'attente que les choses évoluent, et en même temps on ne construit pas sa vie, parce qu'on se dit, je reviendrai, je reprends le chemin, je reprends le cours de choses telles que, ou à la place où je les ai laissées. Et puis pendant ce temps-là, les choses évoluent. Les choses évoluent. Ça a été très difficile parce que ce choix, même ici en France, revenu, ça n'a pas été simple, puisque, comme je l'ai expliqué, administrativement parlant, il fallait bien avoir une situation, donc une position administrative. Soit je prenais un statut de réfugié politique, c'est ce que me proposait l'administration, mais je leur ai expliqué que mes positions n'étaient pas politiques, c'est une question de conviction personnelle et de principe, et je ne me voyais pas émarger comme réfugié politique, quoi. Il n'y avait pas de raison, mon père servant toujours le régime, il était civil, même s'il n'était pas impliqué politiquement sur certaines décisions, je ne me voyais pas, je n'étais pas opposant, j'étais justement quelqu'un qui veut contribuer à l'évolution des choses, mais n'ayant pas les moyens, je préfère prendre mes distances. Donc ce qui n'a pas été entendu, et donc j'avais un statut assez précaire, celui d'étudiant à l'époque, avec la possibilité de travailler que 20 heures par jour, puisque par semaine, non, pas par semaine, pardon, excusez-moi, par semaine, ce qui était très très limité, et, étant donné que j'étais responsable donc de famille, ma femme, elle a repris ses études aussi de sage-femme. Et donc on avait une petite fille, donc il fallait bien pouvoir faire vivre cette famille avec 20 heures par jour. Ça a été très difficile. Ayant coupé complètement avec le Tchad, je n'avais pas non plus de ma solde n'arrivant pas, je n'avais plus rien. Donc ça a été une période assez compliquée et difficile à vivre, avec beaucoup de doutes, où on se pose des questions. Est-ce que c'est des périodes où il fallait faire des jobs pour survivre, donc j'en ai fait beaucoup. Ça a été très constructif. Mais quand on est dedans, avec le recul on dit c'est constructif, mais quand on est dedans, c'est pas si simple de se dire, étant passé par Saint-Cyr, venant de tel milieu social, en ayant laissé tant de privilèges chez soi, et venir ici livrer le Ouest France le matin avant 7 heures aux abonnés, de temps en temps faire la plonge à l'hôtel Ibis ou Mercure à Rennes, décharger l'aéropostale à l'aéroport Saint-Jacques, c'est des choix qui étaient difficiles, mais assumés parce que en même temps, c'était en toute liberté. Je pouvais très bien rentrer au Tchad et continuer à manger au râtelier et avoir tous les avantages et m'asseoir sur mes principes et mes convictions. Mais moi, j'y étais attaché et je ne me voyais pas du tout. Je n'avais pas de regrets à ce niveau-là, même si c'est difficile à vivre. Pendant ce temps-là, on se dit qu'il y en a qui ont accepté cela et qui sont en train d'en profiter largement. Mais c'est des choix. C'est un choix qu'on assume en connaissance de cause, et le tout c'est que dans la durée ça devenait de plus en plus dur, mais quand on est convaincu de ses choix,
En fait, on arrive à vivre avec et à les faire évoluer et ne pas stagner. Donc pour pouvoir tourner définitivement la page, parce qu'à un moment donné il fallait bien le faire, j'ai aussi décidé de demander la nationalité française. Pourquoi ? Parce que pour moi ça me permettait de me dire c'est fini. Je ne retournerai plus jamais en tant qu'officier dans l'armée tchadienne, et je mettais un terme à mon rêve, à mon projet, à ma vocation. Donc j'ai fait la demande de nationalité, et puis donc voilà, et de là, ça m'a permis donc de tourner, pas le dos, mais de tourner la page. Et par contact, par connaissance, j'ai été sollicité ou tout simplement coopté pour pouvoir intervenir sur des dispositifs de l'éducation nationale au bénéfice de l'enseignement privé. Et donc en lien avec la direction diocésaine d'Ille-et-Vilaine, où j'étais intervenant auprès de la mission d'insertion des jeunes de l'enseignement catholique. J'ai également contribué à la mise en place de ce qu'on appelait les classes relais. C'est aussi un dispositif d'accompagnement des jeunes qui sont encore sous obligations scolaires. Et comme tout cela se faisant sous la tutelle de l'éducation nationale, je devais également avoir des heures d'enseignement. Donc, d'où mon parcours, mon DE en histoire à Rennes 2, qui m'a aussi permis de pouvoir avoir un temps partiel d'enseignant pour pouvoir être payé par l'éducation nationale sur ces missions qui étaient annexes. Donc voilà une expérience assez intéressante et qui a duré quelque temps et qui m'a permis aussi, de fil en aiguille, d'aller contribuer sur d'autres projets auprès de la ville de Rennes, cette fois-ci pour la mise en place de l'accompagnement à la scolarité. Il fut un temps où on avait une arrivée de réfugiés kurdes qui s'installaient à Rennes, et donc avec des enfants scolarisés. Donc il fallait créer des ponts entre les établissements scolaires des quartiers sud de Rennes, avec les familles et puis les structures associatives qui accompagnaient aux aides aux devoirs, etc. Donc je coordonnais un peu cela au niveau de Rennes Sud, avec le cercle Paul Bert Benquenet. Donc c'est un engagement, un investissement aussi, pour pouvoir apporter de l'aide. Je sais très bien ce que c'est qu'être étranger, expatrié, donc j'étais très bien placé aussi pour comprendre les difficultés de ces familles-là, et les difficultés également de l'éducation nationale pour jeter le pont avec eux, et les associations pour pouvoir recruter des bénévoles qui sont aussi en capacité d'accompagner ces jeunes publics, etc. Donc voilà, c'était ma contribution. Une contribution aussi, lorsque j'ai été sollicité, je suis intervenu pour les missions d'insertion des jeunes, c'est aussi cela, c'est toujours dans cet état d'esprit-là. Que peut-on faire pour quelqu'un qui est à un moment donné de sa vie dans l'incertitude et qui se pose des questions, je décroche, qu'est-ce que je deviens? Donc voilà, tout ce que moi j'ai pu mettre en place en termes de résilience, mais aussi d'outils pour pouvoir traverser cette période qui était un peu difficile, où je me posais des questions. Je retourne au Tchad, je fais fi de mes convictions, de mes principes, je m'accroche à ma carrière, ou je renonce à toutes ces facilités et je me bats pour mes principes. Donc voilà, tout cela, comment le réinvestir pour apporter des jeunes qui sont en difficulté, en interrogation. J'ai essayé de le déployer du meilleur de moi-même, mais ça n'a pas suffi pour me permettre de tourner la page. Donc c'était quand même une vocation, même si elle est arrivée tardivement, comme je l'expliquais au départ. C'est à partir du lycée que j'ai commencé vraiment à savoir que je voulais faire cette carrière militaire. Ça reste quand même une vocation, puisque c'était quelque chose de très sûr et très profond. Ça a été très dur lorsque j'ai fait le choix définitif de tourner la page et de renoncer à cette vocation. Je n'ai pas pu quand même faire le deuil, même si au fond de moi je me disais peut-être que c'est fini, mais au fond c'était pas fini. Donc à un moment donné je me suis dit il faut bien tourner la page, mais en ayant vraiment fait le deuil. Et pour faire réellement le deuil, il faut repasser par l'armée pour la quitter de façon beaucoup plus officielle. Donc j'ai sollicité la DRHAT, à l'époque c'était, comme je disais, le général Renard. Et donc là, j'avais eu la réponse, on m'a dit, même si vous êtes français, c'est un Syrien, mais on ne peut plus vous réintégrer, étant donné que vous avez dépassé l'âge, j'avais 31 ans à l'époque, pour réintégrer le corps des officiers. Donc on me dit, il vous restait la Légion. Et donc comme ça, j'ai pu, je dis chiche, pourquoi pas, j'ai relevé le défi. Est-ce que j'en étais pas conscient? Non, je ne pense pas. Mais c'était très fort, on dirait un peu l'appel du large. Donc il fallait absolument
que je passe par cette étape-là. Si je sais que c'était difficile, c'était la coupure avec la famille, puisque je vous disais que j'avais ma famille nucléaire qui était avec moi, mais il fallait que je passe par cette étape-là. C'était très important pour moi, donc je suis parti à la Légion, donc Nantes, Nogent-sur-Marne, Castelnaudary, choix du régiment où j'étais très bien classé, j'avais la possibilité de partir deuxième rep ou autre, mais bon, j'étais formé à infanterie, fantassin, je voulais poursuivre et passer par l'infanterie, donc j'ai choisi le deuxième REI à Nîmes, qui était bien sûr à l'autre bout de la France par rapport à la Bretagne, mais pour moi c'était plus simple que le deuxième rep à Calvi où il fallait attendre je ne sais pas tous les combien de temps pour pouvoir reprendre le bateau à Marseille, train jusqu'à Rennes, c'était pas du tout évident. Donc deuxième REI, un très beau régiment au cours duquel, et au sein duquel je me suis vraiment épanoui, je me suis fait plaisir et j'ai pu durant ces 5 années éprouver tout ce que j'ai pu faire parce que ça a été intense, donc je ne dis pas que j'aurais pu rattraper toutes ces années et tout ce que j'aurais pu faire, puisque j'ai intégré la Légion en tant que simple légionnaire avec une identité nouvelle, et en cachant complètement mon passé, puisque le but, quand on part par une identité comme ça, déclarée comme on dit, on est quelqu'un d'autre, donc il faut s'adapter à un nouveau nom, une nouvelle signature, une nouvelle histoire, une nouvelle vie qu'il va falloir porter, qui est différente de celle qu'on a connue et qui est complètement à l'opposé du parcours qu'on aurait pu avoir. Les gens qui étaient avec toi ne savaient pas que tu avais fait Saint-Cyr ? Personne ne savait. Tu l'as jamais dit ? Sauf bien sûr le commandement qui était informé et qui le savait, ou la DSPLE, la direction de la sécurité et de la protection de la Légion, mais bon, c'est des informations, à la Légion en général, on ne parle pas. Donc non, personne ne sait, personne. Et puis c'était compliqué. Si j'avais mes officiers qui savaient que moi-même j'étais officier, ça mettrait mal à l'aise celui qui te commande, s'il sait que toi-même tu es là, tu sais pas plus que lui, mais peut-être autant que lui. C'est un peu déstabilisant. Donc le but aussi d'avoir cette capacité à la Légion de pouvoir repasser sur le passé des gens, c'est à la fois pour eux, pour les protéger, mais aussi pour permettre aussi le travail de se faire de façon sereine. Sinon, c'est mettre un peu en difficulté le commandement aussi, les officiers, les cadres de contact direct. Et puis protéger également la personne, parce qu'effectivement, se retrouver subalterne de quelqu'un qu'on aurait pu largement commander à plusieurs niveaux, ça peut donner des envies d'assouvir leur rancœur ou autre à des gens qui, n'étant pas hiérarchiquement placés au niveau qu'ils le souhaitaient, donc de pouvoir brimer ceux qui sont sous leurs ordres alors qu'ils savaient bien qu'il aurait pu être largement au-dessus d'eux. Donc non, c'est vraiment quelque chose de très sain et il faut savoir le vivre sans amertume, sans non plus, de regret, puisque c'est une nouvelle vie et des nouvelles conditions de vie aussi qu'il faut accepter et avoir des raisons de l'accepter et de le vivre. On a des gens dans la Légion qui ont des parcours beaucoup plus importants que le mien aussi, mais qui pour des raisons, soit ils ont fui pour des raisons politiques, qui ont fui pour des raisons X ou Y, qui reprennent une autre identité, une autre vie en faisant table rase de leur passé. Donc non, je n'étais pas en soi un cas isolé. On sait très bien, on identifie, on repère les uns et les autres sur leur parcours. Et on sait très bien qu'il y en a, ils ont des parcours qui sont assez intéressants. Et c'est ça aussi qui fait la richesse de la Légion. C'est que chacun vient humblement et qui apporte ce qu'il sait, ce qu'il a. Et tout cela ne peut qu'enrichir le collectif. Et surtout que c'est fait de façon tout à fait humblement, modestement. Chacun vient et se met au service de l'ensemble, de la famille, de la patrie. Donc Legio Patria Nostra, donc la Légion c'est notre patrie, donc chacun apporte sa contribution avec son parcours, ses compétences par ailleurs, sans se mettre en valeur. C'est le collectif qui est mis en valeur. Les compétences des uns et des autres, ça fait la force de tous. Donc voilà, on sait très bien que chacun, dans un collectif tel que la Légion, on a besoin de tout un chacun, et personne ne se prend la tête. Moi j'étais ancien Saint-Cyrien, moi j'étais avant pilote de chasse, moi j'étais commandant de l'armée russe, non. On s'en fiche de ça, et personne ne vient étaler sa science ou son savoir ou son parcours. C'est ce qui est assez intéressant.
à la Légion, et ça aide aussi à vivre cela de façon très sereine et comment dirais-je, sans aucun regret. Donc voilà, c'était un parcours de 5 années qui m'a conduit sur différents théâtres où j'ai fait plusieurs missions, où j'ai également pu, grâce à certaines de mes compétences, notamment en langue, remplir certaines missions qui étaient très intéressantes en immersion au sein d'armées, notamment de l'armée afghane. Voilà, donc un parcours très riche, très enrichissant personnellement, puisque j'estime, à travers tout ce que j'ai vécu, que la construction d'un être humain se fait avec chaque étape de sa vie. Il faut savoir la bonifier, cette étape-là, en tirer bénéfice pour pouvoir construire la suite. Et donc je n'ai aucun regret, même quand j'étais plongeur chez un traiteur ou agent d'appoint, tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu mettre en place, tout cela, ça m'a apporté. Ça m'a apporté puisque après, quand on est en responsabilité, on a une vision qui est autre, une vision autre de ses subalternes, une vision autre aussi du travail, une vision autre de ses attentes. Et ça construit ensuite une autre personnalité et ça nous aide par la suite à avoir un positionnement qui est beaucoup plus, comment dirais-je, posé, serein, avec beaucoup plus de recul et je dirais beaucoup plus de bienveillance aussi quand on est en responsabilité après. Comme tu l'as très bien dit, ça c'est quelque chose que tu ne peux voir qu'à la fin, quand tu te retournes et que tu as vu tout le chemin parcouru et que là tu vas pouvoir tirer des leçons et avoir ce recul nécessaire. Mais quand tu es dans cette ferme à Castelnaudary pendant ton premier mois de classe où tu es clairement au même niveau que tout le monde et du coup au niveau de gens qui découvrent tout, la langue française, l'usage d'une arme, alors que toi tu as déjà eu une belle expérience dans ce domaine, en plus tu ne peux pas échanger avec les gens, tu ne parles pas de ça, même pas à ton chef de section ou à ton encadrement. Comment tu fais pour pas jeter l'éponge en fait? Comment tu fais pour pas craquer? C'est justement ça, ce que je disais, ce que j'en dis souvent et je l'évoque souvent, c'est tout ce parcours à Saint-Cyr, c'est cette définition de Saint-Cyr qui m'a toujours marqué. Elle me marquera toujours. Saint-Cyr est l'école par excellence de la jeunesse où on entre sans calcul d'intérêt ni d'ambition, parce qu'on a le choix. Voilà. On avait le choix. On n'est pas rentré forcé à Saint-Cyr. Ça n'a pas été facile, c'est pas si simple, parce qu'on a le goût de l'action et une âme prête à se dévouer à la grandeur de la patrie. Donc, quand on a en référence toutes ces choses-là, on sait que l'on sert, où que l'on soit, quel que soit son niveau, on sert à quelque chose et on apporte sa contribution. Donc, je ne dirais pas que ce que j'ai vécu, si je l'avais vécu dans une autre unité ou dans une autre armée ou dans un autre cadre, ça aurait été aussi simple. Mais à la Légion, l'avantage, c'est que on sait très bien que les gens ont un parcours de vie, personne ne viendra fouiller, personne ne viendra te titiller, parce que même si les gens sentent qu'il y a quelque chose, personne ne viendra fouiller par indiscrétion. Il y a ce respect qui est quelque chose de très bien, qui permet de préserver son passé et puis son histoire et ses raisons d'être à la Légion. Et on sait qu'on n'est pas le seul. Donc à partir de là, on se dit qu'on est tous embarqués dans le même navire. C'est pas parce que celui-là il ne parle pas bien aujourd'hui français, mais techniquement peut-être qu'il est bon sur plein d'autres choses. Quand on est en stage de survie en pleine forêt équatoriale, celui qu'on aurait pu peut-être mépriser quand on était en plein casernement, mais celui-là il est d'autant plus utile ce jour-là parce que peut-être que c'est quelqu'un qui a vécu dans la brousse. Lui, il peut aider le groupe à survivre. Comment pêcher, comment faire face à telle piqûre, même si on reçoit les formations, etc. Donc on sait très bien que tout un chacun a quelque chose, a des compétences et il peut s'en prévaloir. Donc la modestie, on la gagne au contact des autres, parce qu'on sait que tout un chacun peut à un moment donné apporter quelque chose par son courage, par sa force, par tout simplement sa lucidité, sa sagesse, son recul. On apprend au contact des autres, même si parfois certains ne parlent même pas très bien le français, et on échange et on partage. Donc comment tenir dans ces conditions-là?
Tout simplement, c'est ça. C'est de se dire qu'on fait partie d'une équipe, que les contributions des uns et des autres sont intéressantes pour faire la force, et aussi par le message et l'esprit de la Légion. C'est que à la Légion, on sert la Légion, on sert le collectif, on ne se sert pas à soi-même. C'est ça la force de la Légion, c'est qu'on sait identifier les compétences des uns et des autres. Et donc, même si on est simple légionnaire au milieu d'un collectif, le commandement direct ou autre n'est pas naïf. Il voit vos compétences, même s'il ne cherchera pas à savoir pourquoi vous savez ça, pourquoi vous avez l'air d'être plus à l'aise sur ce sujet-là ou un autre. On vous met aussi, pas en valeur, c'est pas l'idée, mais on vous met à contribution pour qu'à un moment donné, vous vous sentiez utile. Ne pas se dire, je suis bac plus X, et je suis là, qu'est-ce que je fous au milieu de gens qui, peut-être certains n'ont même pas leur certificat. Oui, mais celui-là, il me sert autrement. Donc moi, je peux lui apporter autre chose. Je peux être compétent sur telle ou telle chose et faire avancer l'équipe. Et très vite, le commandement peut se rendre compte que, on peut te mettre sur telle ou telle mission, sur telle ou telle autre, ce qui fait qu'à un moment donné, on se sent toujours utile. On ne se sent pas dévalorisé, on ne se sent pas en surplus, on ne se sent pas à sa place. On trouvera toujours les moyens de faire de telle sorte que tu te sentes utile, que tu puisses apporter réellement les compétences que tu as, sans que l'on sache réellement ce que tu as comme bagage. Mais on sait que tu es à l'aise sur tel domaine, tu peux faire cela, et donc on peut te solliciter pour aller en formation. Donc moi, on m'a repéré, j'avais des compétences en langue, puisque au moment où on arrive, on déclare service de sécurité, etc., quelles sont les compétences qu'on a en langue, etc. Donc moi, je suis persanophone, arabophone, donc c'est des éléments que les gens ont dans mon dossier. J'avais aussi peut-être quelques compétences à l'aise, donc on m'a aussi formé on m'a envoyé en formation pour être auxiliaire sanitaire, en plus de mes compétences de fantassin. Donc voilà, à aucun moment je me suis senti pas à ma place ou en me disant je perds mon temps. Non, on a toujours quelque chose à apporter. Tout de suite, on passe chef d'équipe, tout de suite, on vous propose telle formation, on vous sent à l'aise là, vous serez toujours utile pour l'équipe, pour le groupe en faisant cela. On dit oui et puis on y va. Et on se retrouve en permanence valorisé et à valoriser ses compétences et ses savoirs sans que pour autant on dise clairement je suis ça, je suis ci. Non, je suis à l'aise là, ça se voit. Tout de suite, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ça, je l'ai vraiment découverte à la Légion, cette gestion des ressources humaines qui fait qu'on ne se sent pas inutile, on ne se sent pas blasé et on ne se dit pas je perds mon temps. Non, on ne perd pas son temps. Surtout quand on sait pourquoi on est là. Moi, je suis venu pour tirer mon baroud d'honneur et c'est le meilleur endroit, la Légion. Tout le monde rêve d'entrer à la Légion, une place à la Légion et à combien de candidats. Donc je ne l'ai pas volé, je suis arrivé anonyme, personne ne sait d'où je viens, qui je suis. À mon âge, j'ai pu affronter d'autres jeunes qui sont d'autres volontaires engagés, plus jeunes que moi, plus sportifs. Et voilà, tout ce bagage-là, je le dois à Saint-Cyr aussi, cet état d'esprit, puisque, comme on dit à la Légion, tout se passe dans la tête. Et tout se passait dans la tête, effectivement, la tête qui commande. Et ça, toutes ces compétences, cette force, je l'ai acquise également par mon passage à Saint-Cyr, toutes ces valeurs, toutes ces idées qui peuvent nous aider, même si après on a du mal. À la Légion, on ne replonge plus dans les livres. Il ne faut pas jouer à l'intello à la Légion. Tout de suite, on est repéré, donc on évite de lire. Voilà, donc, mais tout ce qu'on a acquis, ça reste là, et puis ça continue à nous nourrir. Donc voilà, donc, ce qui fait que j'ai pu traverser cette période-là grâce aux valeurs, grâce à tout ce que j'ai appris à Coët-Quidan, à Saint-Cyr, et tout ce qui m'a construit aussi, puisque comme tu disais, est-ce qu'au moment où on est en train de faire, on est conscient qu'on tire bénéfice ou qu'on met à contribution tout ce qu'on a pu engranger auparavant? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, mais on ne perd pas de vue. On ne perd pas de vue son objectif premier. C'est ça. C'est ça, c'est l'objectif premier. Lorsque je curais les marmites chez un traiteur que je ne citerai pas pour ne pas faire la publicité d'une rue bien connue à Rennes,
Je ne me posais pas la question. Lorsque l'apprenti qui est en CAP vient me mettre les gamelles, il faut que je les lave, je ne me dis pas, lui soit avec son CAP, moi avec mon bac plus 5, c'est lui qui me donne l'ordre. Non, je ne me pose même pas de questions. Je le fais en me le faisant avec plaisir et en me disant, oui, c'est le travail bien accompli. Le travail bien accompli, on peut le faire même si on estime qu'on n'est pas à sa place. Mais en fait, c'est moi qui ai choisi d'être là. J'aurais pu être officier chez moi, tranquillement, me faire servir. Mon petit frère, il n'a jamais tenu un balai, il n'a jamais pris un verre, il n'a jamais lavé un verre. Chez moi, on a toujours, même aujourd'hui, on a des employés de maison. Mais bon, j'ai lavé des verres, j'ai curé des marmites, j'ai distribué à Ouest-France le matin, sans aucun état d'âme. C'est pourquoi on fait ça, c'est ça l'idée. J'aurais pu me poser comme un réfugié politique, toucher une pension de réfugié politique tranquillement, non. Avec mes 20 heures autorisé à travailler par semaine, voilà, je galopais, qu'il vente, qu'il neige, à 4 heures du matin, j'allais à l'entrepôt récupérer mes Ouest-France, je les distribuais, le soir j'enchaînais, je faisais autre chose, mais non, j'étais pas maso, mais je prenais plaisir à bien faire ce que j'avais à faire, parce que mon objectif c'était d'avancer et de me dire que j'avais raison d'avoir fait ces choix-là, et ces choix je les assume et je continue, et j'apporte ma contribution à la société. Et donc je ne me suis jamais arrêté là, j'aurais pu aussi, la solution de facilité, c'est de rester au niveau où j'en suis, mais j'ai toujours continué à me battre, et ça je pense, et je suis convaincu que c'est aussi grâce à tout ce que j'ai appris à Saint-Cyr. C'était mon école de vie, l'école tout simplement de formation, mais c'était aussi l'école de la vie, qui a été cette école par la suite, cette formation a été doublée par cette formation spécifique à la Légion, qui nous donne cette envie, cette rage, cette envie de pouvoir trouver sa place au sein du collectif, d'apporter sa contribution, de rester tout simplement modeste et d'obtenir les choses par le travail. Parce que la Légion, c'est toujours le travail. On fait, on refait jusqu'à la perfection, les mêmes gestes, pour que ça devienne réflexe. Et ça, bien sûr, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'avoir tant d'années de recul pour me dire tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai fait, c'est grâce à ça que j'ai pu construire les différentes étapes de ma vie. Mais à un moment donné, on se rend compte que, parce qu'on est tous des humains, on se pose des questions, on est tous parfois découragés, mais on se dit, mais oui, mais tout ça, c'est pas pour rien. Donc voilà, on ne perd pas le cap. Et ça, c'est aussi une des formations qu'on reçoit à l'école des officiers. Avoir un cap, savoir où on va. Sinon, on a des hommes derrière qui sont aussi complètement perdus. Si on doute déjà, eux, qu'est-ce qu'ils deviennent? Donc voilà. Et à la Légion, tu te voyais devenir officier dans la Légion étrangère? Tu pouvais le faire déjà? C'était possible? Je ne me suis même pas posé la question parce que ce n'était pas mon objectif. Mon objectif, c'était vraiment de tirer, comme disait mon baroud d'honneur. J'avais des propositions pour passer tout de suite sous-officier, puisque c'est ce que je disais. Tout de suite, on voit le potentiel des gens et on te propose ce qui te convient. Donc j'ai été très vite faire mon stage de caporal. Très vite, j'ai été, avant même, aller à un stage d'Oxane. Ce n'était pas donné. J'ai fait SC2. J'ai été au MLT, au sein de l'armée afghane. J'étais traducteur lors d'une mission dans un pays du Golfe. Donc les gens repèrent nos compétences et j'aurais pu très vite rester dans cette facilité-là et me dire oui, c'est bien, je suis à l'aise, mais c'était pas mon objectif. Mon objectif, c'était pas de passer officier ou autre. C'était de faire mes 5 ans, tirer mon baroud d'honneur et après me dire j'ai tourné réellement la page et je passe à autre chose. Donc ça, je l'ai fait. Une fois que je l'ai fait, personne ne savait pour quelle raison. Je ne re-signais pas, je ne poursuivais pas. Mais pour moi, c'était ok, j'ai fait ce que j'ai à faire. Et merci pour tout ce qu'on me propose et merci pour tout ce qu'on m'a apporté. Et je savais que j'allais apporter autre chose par ailleurs. J'aurais été beaucoup plus utile. Une carrière d'officier après 30 ans, 38 ans, c'était un peu difficile de pouvoir dérouler une belle carrière d'officier où j'aurais pu faire plein de choses. Mais à la Légion, je me serais toujours éclaté. Mais j'avais aussi envie d'aller faire autre chose. C'est aussi mon côté soif de grand air, de mouvement. Donc voilà, j'ai quitté la Légion sans état d'âme non plus, après avoir fait ce que j'ai à faire, après avoir beaucoup reçu. Et je vais continuer à apporter tout ce que j'ai pu engranger pareil. Et même à la fin, quand tu as quitté la Légion, tu l'as dit à personne? Tu ne l'as pas dit à ton encadrement que tu avais personne fait Saint-Cyr? Personne ne sait, même aujourd'hui, non. C'est vrai? Même aujourd'hui, personne ne sait.
Tout simplement parce que avec des gens, même j'étais en OMLT ou en mission, avec des gens, des soldats ou des officiers de la régulière, on va dire ça comme ça, dans le cadre des GTI, etc., où j'ai beaucoup travaillé avec eux. Mais les gens, on a gardé de très bons rapports, et jusqu'à ce jour, les gens ne savent pas qui je suis réellement. Tout simplement parce que c'est pas vraiment l'envie de rester dans le secret ou dans le... Non, j'estime qu'il y a eu, à un moment donné, j'étais quelqu'un d'autre, et là, aujourd'hui, je ne le suis plus. Je respecte cela pour que, d'une part, les gens ne se sentent pas trahis non plus, hein, parce que les gens le croyaient réellement que je le suis. Je suis peut-être un très bon acteur, hein. Tant mieux pour moi. À aucun moment il y a eu un doute de la part de qui que ce soit, hein. Même des gens qui sont très proches, avec qui on était en mission, etc. Donc ces gens-là m'ont toujours connu quelqu'un d'autre. Donc revenir et leur dire, au fait, j'étais pas celui-là. J'ai un sentiment comme si un peu je les ai trompés. Et je ne veux pas de cela, donc ce qui fait qu'effectivement, jusqu'aujourd'hui, personne ne sait réellement qui je suis. Bon, sauf les gens qui écouteront ce podcast. Ils auront du mal à faire le lien, puisqu'ils n'ont pas toutes les parties. Donc à moins qu'ils soient assez dans l'investigation, hein, de bons journalistes comme toi, ils vont retrouver les petits liens. Et puis je ne suis pas sur les réseaux sociaux exprès aussi pour ça. Pour justement couper, mais c'est pas par crainte du régime tchadien, hein. Non, le régime tchadien, j'ai pas du tout de crainte. Je n'ai jamais été virulent, ni un opposant, donc c'est des choix, et même si c'est pas compris, c'est des choix qui ont été toujours respectueux des autres. Voilà. Pour revenir sur la question du Tchad, justement, parce que quand tu t'engages à Saint-Cyr, tu t'engages pour ton pays, parce que tu crois à un avenir différent pour ton pays. Quand tu termines Saint-Cyr, tu comprends que cet avenir est peu probable et quelque part tu cherches un nouveau sens à ta vie, oui. En quelque sorte. Bien sûr. Et un nouvel engagement, un nouveau sens à ton engagement. Le fait de t'impliquer dans la vie civile française et puis ensuite dans la Légion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton engagement, il a changé au profit de la France? Ou comment toi, avec le recul maintenant, comment tu vois ça? Est-ce que tu as conscience de ce changement? Est-ce que comment tu le matérialises comme un changement à ce moment-là? Oui, c'est un changement, c'est un véritable changement. C'est pour ça que je disais, c'est vraiment existentiel. C'est existentiel dans le sens où je me suis engagé à la Légion une fois que je suis français, hein. Donc, je ne me suis pas engagé à la Légion pour avoir la nationalité ou pour... Non. J'ai accepté les restrictions de la Légion en étant déjà français, alors que j'aurais pu m'en affranchir, comme je l'ai dit, hein, très vite accepter le statut de réfugié politique et avoir tous les bénéfices. Et parce qu'en plus, l'ironie du sort, c'est que quand tu t'engages dans la Légion, tu perds ta nationalité française le temps de ton engagement. Je perds ma nationalité française. Tu redeviens tchadien. Voilà, je redeviens même pas tchadien, puisque à la Légion, j'ai pris une autre nationalité pour justement, on brouille complètement les pistes, donc j'ai une autre nationalité avec un autre nom qui... Aucun lien, personne ne sait que je suis d'origine tchadienne, etc. Donc, non, je perds tout. Mes comptes en banque, je perds tout, mon permis, tout ce que je peux, non, je perds tout. Donc, je renonce à beaucoup de choses. Donc, effectivement, et là, on prend conscience, on se dit, mais pourquoi je le fais? Mais je le fais aussi parce que j'estime que la France m'a beaucoup donné. La France m'a beaucoup donné dans le sens où, quand on arrive à 20 ans, on intègre l'armée, à 21 ans, 22 ans, on commence à douter de son avenir. Et j'aurais pu, c'était l'époque où le Canada ouvrait les portes à tout le monde il y avait les green cards. J'ai mon frère qui est ingénieur informaticien aux États-Unis qui me dit, mais viens, non, ça m'a jamais tenté. J'ai jamais tenté green card ou quoi que ce soit. Le Canada, jamais. Pourquoi la France? Parce que justement, j'estimais que quand j'étais en difficulté, la France, même si j'étais revenu, je ne suis pas d'accord avec les positions de la France, avec la gestion de la situation au Tchad depuis bientôt 25 ans. On a fermé les yeux, mais bon, ça c'est des intérêts. Les intérêts des États, c'est des intérêts qui dépassent largement les intérêts des individus. On ne peut pas dire que la France ne voyait pas que son investissement n'allait pas dans le bon sens, mais bon, les intérêts, il fallait bien ne pas perdre le Tchad, et puis après voilà, même si les choses n'évoluaient pas dans le bon sens,
tout le monde le savait, il y avait beaucoup de moyens humains et financiers qui étaient engagés. Bon, je ne vais pas dire que c'est du gâchis, mais bon, tout cela a un peu servi les intérêts de la France aussi. La France est toujours présente. Le Tchad, c'est pas un pays qu'il faut perdre. On a vu aussi le rôle joué par le Tchad dans la guerre au Sahel. Tout ça, c'était aussi le prix à payer. Mais en termes d'évolution pour le Tchad, depuis 1991, il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution. Au Tchad, aujourd'hui, le Tchad a été un pays producteur de pétrole. Il y a des enfants qui ne vont pas à l'école. Il y a des régions, en dehors de la capitale, même dans la capitale, les hôpitaux en capacité de traiter le citoyen tchadien, il n'y en a pas. Pour moi, comment servir un pays comme ça? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pour moi, la mission première d'un État, c'est de subvenir aux besoins primaires de sa population. Les routes, désenclaver, éduquer, soigner. Ces besoins primaires, aujourd'hui, au Tchad, ne sont pas assurés. Ne sont pas assurés. Donc pour moi, il n'est pas question que j'en sois complice. Et donc, pour moi, la France, au contraire, c'est le pays qui m'a ouvert ses portes, même si je ne suis pas d'accord avec comment s'est conduit l'évolution au Tchad. Je ne prends pas la France pour responsable de ce qui s'y passe, mais on aurait pu aussi faire autrement. Mais bon, les intérêts des États font que, voilà, parfois on s'assoit un peu sur certains principes, mais bon, moi en tant qu'individu, je n'ai pas renoncé à mes principes à moi. Et donc je suis reconnaissant à la France pour m'avoir formé déjà, parce que Saint-Cyr, c'est quand même une école française. Je suis revenu au moment où je suis un peu perdu, je me posais des questions. C'est quand même en France que je suis accueilli en attendant que les choses évoluent. Donc pour moi, c'est tout à fait naturel que je redonne tout cela à la France. Donc lorsque j'ai demandé la nationalité française, c'est pas parce que pour avoir quelque avantage que ce soit. C'est d'une part pour tourner la page et me dire que le pays qui m'a le plus donné, ça reste quand même la France. Donc c'est pour la France que je sers. Si je suis parti à la Légion, certes, on dit Legio Patria Nostra, mais on sert quand même la France. Donc c'est pour la France que j'ai risqué ma vie, c'est pour la France que j'ai pris les armes. Je n'ai aucun état d'âme. Si c'est à refaire, je le referai, mais encore une fois. Donc m'engager, mon engagement n'a jamais changé. Quand on s'engage, quand on choisit la carrière des armes, c'est pour servir. Donc je n'ai pas pu servir le Tchad, donc je l'ai fait pour ma deuxième patrie qui est la France, et je n'ai aucun état d'âme. Je suis, comme je l'expliquais, la France et le Tchad, c'est comme quelqu'un qui a une mère naturelle et une mère adoptive. Donc moi, ma mère naturelle, c'est le Tchad, qui à un moment donné, pour des raisons indépendantes de sa volonté, elle n'a pas pu prendre soin de moi comme il le faut. Il y a une autre femme qui est beaucoup plus apte à ce moment-là, et elle a assuré cette mission-là. Pour moi, c'est la France. Donc je suis autant attaché à la France qu'attaché au Tchad, qui est mon pays d'origine, que je ne peux pas renier. Donc pour moi, il n'y a pas du tout de dichotomie, il n'y a pas du tout de difficulté de positionnement, de schizophrénie. À partir du moment où j'ai fait le choix de devenir français, pour moi, le Tchad, je n'ai pas barré, je n'ai pas mis une croix dessus, mais c'est mon pays d'origine, et mon pays, celui que je sers, c'est la France. Je l'ai servi les armes à la main. Aujourd'hui, je sers dans le cadre de l'administration, mais vraiment sans aucun regret et sans aucune ambiguïté. Dans ma tête, je suis tout à fait à l'aise avec ça. Donc, aujourd'hui, tu es fonctionnaire, tu es administrateur? Je suis attaché d'administration de l'État. D'accord, ça consiste en quoi? Ça consiste à servir donc l'État français, son administration, que ce soit dans la participation de l'élaboration des politiques publiques, que ce soit dans la mise en œuvre des politiques publiques. Donc c'est un corps administratif qui est interministériel. Et donc moi je l'ai intégré par le biais, donc le canal du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Éducation nationale. Donc je l'ai rejoint, ce corps-là, après avoir été contractuel de l'administration publique, où j'ai servi, comme je le disais, à la fois l'éducation nationale comme maître auxiliaire et intervenant auprès des missions d'insertion, des classes relais. Je l'ai également servi en tant que contractuel dans le cadre des établissements publics d'insertion dans l'emploi, les EPID, où j'étais à Compiègne pendant 2 ans et demi. J'ai été envoyé à Marseille, au centre EPID de Marseille, comme chef de service pendant 3 années. Et à l'issue de nickel, donc j'ai intégré ce corps des attachés d'administration
pour encore une fois de plus pouvoir servir encore plus. C'est ce besoin, cette définition de Saint-Cyr qui me suit, hein, grand air de mouvement. En étant attaché, c'est un corps interministériel. Donc j'ai cette possibilité de partir où je veux, quand je veux, comme je veux. Bien sûr, moyennant bien sûr le temps, les obligations de service, etc. Donc c'est ce qui me correspondait le mieux. C'est-à-dire que demain, je peux voir un poste au ministère des Armées, un poste au ministère de l'Agriculture ou autre, où j'aurai quelques appétences pour un dossier, je peux candidater et puis demander ma mutation, mon détachement, etc. Et donc ce corps d'attaché d'administration de l'État me donne cette possibilité d'avoir à la fois cette mobilité fonctionnelle, cette mobilité géographique, dont j'ai toujours besoin, parce que ça me permet à chaque fois d'engranger des expériences, des compétences, et de pouvoir par la suite les déployer, les resservir autrement et de façon encore beaucoup plus efficiente les missions qui se présenteront à moi. Donc j'ai intégré le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche comme gestionnaire d'établissement, où j'ai pu éprouver donc mes compétences et acquérir des compétences supplémentaires en termes de gestion budgétaire, etc. Et par la suite, j'ai rejoint l'administration centrale à Paris de l'enseignement supérieur de la recherche du ministère de l'Éducation nationale, où j'ai participé à l'élaboration des textes en lien avec les formations de santé, paramédicales et autres, où j'étais en charge des formations paramédicales, les formations de sage-femme et de masseur kinésithérapeute. Et au bout de 2 années et demie, donc, il y a cette mission du SNU, ce dispositif du SNU, expérimental du SNU, qui montait en charge. Il y a eu une création donc, de 80 postes de chefs de projet qui devaient participer au déploiement donc, de ce projet, de ce dispositif dans les départements, où j'ai candidaté et j'ai été envoyé donc, comme chef de projet du service national universel pour le département de l'Essonne. Donc depuis le mois de mars dernier, et j'y suis, donc j'ai œuvré, j'ai contribué à la mise en œuvre donc, des sessions de juin et juillet, des stages de cohésion du service national universel dans le département de l'Essonne. Donc voilà, donc, ce qui fait que je continue à servir, je suis toujours engagé, hein. Là c'est un engagement également parce que c'est un projet qui est ambitieux, celui du service national universel, qui depuis 2018 a été lancé. C'est un projet du président Macron, une promesse de campagne qui depuis 2018 se déploie en vue d'une généralisation à compter de 2024 et bien entendu une généralisation, mais surtout comment dirais-je, avec un déploiement qui se fera au bénéfice de toute une classe d'âge à compter de 2026, donc de 15-17 ans. Donc tous les jeunes de 15-17 ans devraient, à partir de 2026, être concernés par ce service national universel qui se décline en 3 phases. La première phase, c'est un séjour de cohésion de 2 semaines, au sein desquels, de ces 2 semaines, dans un centre, donc les jeunes Français issus de plusieurs départements, de plusieurs régions vont se retrouver, se brasser et suivre donc des modules autour de la citoyenneté, de l'éco-citoyenneté, de la sécurité routière, de l'activité physique et sportive, de la cyber, être sensibilisé donc à tout ce qui concerne bien sûr les menaces autour donc des réseaux sociaux. En 2 semaines, en fait, ils ont un programme très bien rempli et chargé qui leur permettent de partir sur une 2e phase au cours de laquelle ils vont mettre en œuvre leur capacité à aller s'engager au bénéfice de la société. Donc dans le cadre d'une mission d'intérêt général de 84 heures, à l'issue de laquelle ils vont s'engager dans une 3e phase, cette fois-ci également un peu plus longue, d'au minimum 3 mois, toujours au service de la collectivité, que ce soit au sein d'une association humanitaire, au sein donc des métiers de l'uniforme, des corps en uniforme, sapeurs-pompiers, réservistes de l'armée, réserve citoyenne, de l'éducation nationale ou autre. Donc voilà, c'est un nouveau dispositif qui se met en place et pour lequel je suis engagé également. Toujours, quand on suit un peu le fil, c'est toujours cet engagement au service de la nation, mais également au service plus spécifiquement de la jeunesse. Donc voilà, ce choix de l'engagement, je l'ai fait. Il a été nourri et alimenté par mon passage par Saint-Cyr,
Et donc au jour d'aujourd'hui, je ne fais que rendre tout ce que j'ai pu acquérir au cours donc de mon parcours, qui soit à la fois sous l'uniforme, à la fois dans le monde civil. Et aujourd'hui, donc, je trouve qu'il y a un sens à tout cela. C'est le sens donc du service public, puisque si je déroule tout mon parcours, ça a été fait dans le cadre du service public, hein, et toujours au bénéfice de la jeunesse. Parce que j'estime que tout simplement, la jeunesse c'est l'avenir d'un pays, et je ne fais que rendre et redonner ce que moi j'ai reçu et que je continue à recevoir au gré donc de mes différentes missions et de mes différents engagements. Justement, en parlant d'engagement, donc, tu fais partie de ces 55 auteurs, je disais tout à l'heure, qui ont écrit une partie de leur mémoire, parce que Oui. à t'écouter, on sent bien qu'il faudrait plus que quelques pages pour écrire ton histoire. Oui. Ce livre, dans ce livre, il y a des parcours vraiment extrêmement éclectiques, comme le tien. Toi, si tu devais conseiller aux gens ce livre, qu'est-ce que tu leur dirais? Pourquoi tu penses que ce livre devrait être lu par notamment peut-être la génération qui arrive? Ce livre devrait être lu, pourquoi? Parce que, au-delà même du fait que ce soit une promotion, hein, qui en parle, ce livre, le titre même, il est à la fois inspirant et à la fois, comment dirais-je, instructif. Le choix de l'engagement. Ça veut dire qu'un engagement, il faut qu'il soit réfléchi. Il faut qu'il soit aussi nourri. Parce qu'un engagement qui n'est pas réfléchi, qui n'est pas nourri, c'est un engagement qui ne dure pas. C'est un engagement qui part dans tous les sens, qui s'effiloche, pourquoi pas. Mais cet engagement qui est le mien, c'est un engagement qui se fait dans la durée et avec un fil conducteur. Et le fait avec un fil conducteur sans pour autant être toujours, comment dirais-je, monotone, hein, puisque mon parcours à moi ou les autres, celui de mes camarades qui ont témoigné, quand on les lit, ils ne sont pas monotones, hein. Il y a plusieurs, on dirait que les gens ont vécu plusieurs vies. Même s'il y a des fils directeurs, il y a des fils rouges. On devrait le lire, notamment par notre jeunesse. Pourquoi? Parce qu'ils doivent se rendre compte qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui a besoin aussi des compétences, qui ont aussi besoin de la bonne volonté et également de l'investissement de chacun d'entre nous. Donc moi aujourd'hui, je viens d'un parcours qui m'a amené de l'Afrique et qui a fait qu'aujourd'hui je me retrouve à servir la France. Si je n'avais pas cette vision des choses, si je n'avais pas cette conviction, si je n'avais pas ce carburant, il est difficile de rester dans cette logique, dans cette continuité. Donc, pouvoir lire ce genre d'ouvrage, ça permet tout simplement de se dire que l'engagement est à la portée de tout un chacun. Tout un chacun peut apporter sa contribution à l'édifice. Il n'y a pas un groupe d'individus ou une personne qui soit plus légitime que d'autres à apporter sa contribution à la société. La société, elle a besoin de tout un chacun. Je donnais l'exemple de la Légion étrangère où on avait besoin de celui qui, à un moment donné, a peut-être eu un parcours de cuisinier, celui qui a peut-être grandi dans la brousse, celui qui nous vient de la taïga ou bien de la steppe du fin fond de la Russie, qui à un moment donné saura nous aider à vivre dans un contexte de montagne, etc., où l'équipe a besoin peut-être de quelqu'un qui s'y connaît un peu plus sur des petites techniques de survie, etc., même si on l'apprend tous. On a besoin tous des uns et des autres. Et à un moment donné, si la personne qui a ces compétences-là, à un moment donné, se met en retrait et dit bon, « ça ne me regarde pas, tout le monde », elle a raté quelque chose. Elle a raté deux choses. La première, c'est celle de se sentir utile, d'apporter sa pierre à l'édifice. Elle aurait raté également la possibilité, tout simplement, de se mettre en valeur, tout simplement. Parce que tout un chacun, on sait bien, hein, pyramide de Maslow, on a tous besoin aussi, à un moment donné, de reconnaissance. Donc, à un moment donné, quand on apporte quelque chose, les gens vous le renvoient, sont reconnaissants. Peut-être en vous le disant, peut-être en l'exprimant autrement, mais on a tous besoin de cette reconnaissance-là. Alors, le fait de s'engager, on peut satisfaire plusieurs besoins, à la fois celui de la reconnaissance
à la fois celui de se sentir utile. Et le fait de s'engager, c'est tout simplement de se dire que ma petite contribution, à un moment donné, elle peut être d'un grand apport pour les uns et pour les autres, voire pour le collectif. Et il ne faut pas désespérer. À travers cet ouvrage, on le voit bien. Plusieurs expériences, plusieurs vies, plusieurs contextes. Et à tout moment, chacun a apporté quelque chose à l'édifice, a apporté sa contribution. Un peu comme le colibri. Si le colibri sous-estimait sa capacité, il n'aurait rien fait. Peut-être qu'il n'en est pas conscient. Mais grâce au fait qu'il fasse le tour de toutes les fleurs, il arrive à butiner. Et donc en butinant, qu'est-ce qu'il fait? En aspirant le nectar, il en remet là, il contribue à la pollinisation. Donc nous, c'est pareil. Nous contribuons à apporter aux uns et aux autres, à la société, ce que la société nous a donné à un moment donné. Et le fait de lire cet ouvrage, on se dit que, en fait, oui, moi aussi, je peux apporter quelque chose aux autres. Ce que j'estime peut-être pas utile ou pas important, non. À un moment donné, ça a pu servir à quelqu'un et ça a forcément servi au collectif. Même si on n'a pas le remerciement, même si on n'a pas la gratitude, mais sa gratitude de se dire tout simplement d'en être conscient, que je suis utile, que je fais partie du maillon, que je fais partie de la chaîne. Et donc, lire cet ouvrage, pour moi, il est important à la fois pour des jeunes qui vont s'engager dans la vie, qui sont aujourd'hui dans un moment un peu compliqué. On voit bien les difficultés du monde de l'emploi, et ainsi de suite. Donc ne jamais douter que la vie, c'est comme une sorte d'édifice qu'on construit avec des briques. Et il ne faut jamais désespérer. Je ne l'ai pas en tête cette expression ou cette citation qui dit que c'est avec les pierres, les mauvaises pierres sur le chemin qu'on peut construire aussi faire des belles constructions. Donc dans sa vie, tout est utile. Quand je distribuais Ouest France le matin à 4h du matin, j'allais à l'entrepôt, bien sûr que j'en bavais, quand il vente, quand il pleut, mais bon, ça m'a construit. Je sais ce que c'est qu'être ponctuel. Demain, quand je manage des gens, je les vois à la tâche, je sais apprécier et respecter leur travail. Donc forcément, je ne manage pas les gens comme si j'étais détaché, je ne sais pas ce que c'est que la difficulté de la tâche qu'ils mènent. Je sais reconnaître, je sais gratifier, je sais remercier. Est-ce que tu as conscience, quand tu fais ça, de la possibilité que ça pourrait être perçu par toi et par les autres quand tu leur expliques ça objectivement comme une injustice? Peut-être dans le sens où, tu vois, quand tu passes d'un univers à un autre, tu vois, ça me fait penser à cette histoire d'un ministre afghan qui après avoir fui Kaboul, s'est retrouvé à être livreur Uber Eats. Oui, c'est ça, oui. Et tu vois, on pourrait imaginer... J'ai lu cette histoire-là aussi. C'est pas le même sens d'engagement, mais en tout cas, c'est quand même une chute dans l'escalier social qui est quand même assez brutale. Et toi, quand tu te retrouves à être commandé par des gens à la Légion, parce que la Légion, même si c'est effectivement une belle boutique et que c'est incroyable, pour avoir vu comment ça se passe, les classes, les formations, c'est quand même quelque chose de très dur. Oui. Si on voyait ça de l'extérieur sans explication, on pourrait même penser qu'il y a de la brimade, etc. Oui. Vivre ça en étant quelqu'un qui a appris à manager, à commander dans la meilleure école en France, ça c'est qui est censé être la réputée comme la meilleure, comment tu fais pour pas te dire c'est injuste, quoi? Oui, par moment, on se le dit. Surtout, on se dit, pendant ce temps-là, ceux qui ne méritent pas, ils sont au Tchad ou ailleurs en train d'en profiter largement et moi, je suis en train d'en baver. On se pose cette question-là, ça nous traverse, mais en même temps, on se dit, non, c'est un choix. C'est ça aussi. Le titre de l'ouvrage, c'est le choix de l'engagement. C'est un choix. J'aurais pu accepter de manger à ce râtelier-là et d'avoir une très belle carrière, mais est-ce que j'aurais été bien dans ma peau? Est-ce que je me serais regardé dans la glace sereinement? Est-ce que j'aurais été à l'aise pour raconter tout cela à mes enfants, dans quelques années à mes petits-enfants? Je donne l'exemple, il y a quelques années, mon fils était un peu plus jeune, quand il me voyait galérer, courir pour survivre, pour joindre les deux bouts, on est parti après au Tchad et il a vu les conditions de vie de ma famille, etc., les employés de maison, etc. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là-bas en France? Tu aurais été bien. Je lui ai dit, je lui ai expliqué. Mais il ne comprenait toujours pas.
quand on est jeune pré-ado, ben, c'est la facilité, c'est l'aisance matérielle. Pourquoi est-ce que, qu'est-ce qui fait que... Et quelques années après, il fait des études de langue, et donc il est parti aussi au Tchad pour pratiquer la langue avant de pouvoir partir à l'étranger. Donc il est parti, il a vu, et c'est là qu'il a vu les dissonances au niveau du régime, et c'est là maintenant qu'il a un peu compris. Donc on est à la fois confronté au regard des autres qui disent « mais pourquoi tu fais ça ?» Ben, le ministre afghan, il aurait pu retourner sa veste et rester jouer dans la cour avec les autres et bénéficier des avantages qu'il avait sur place. Mais c'est le choix qu'il a fait. Ce choix, il savait très bien qu'il allait amener à vivre des périodes très difficiles, qu'il allait redescendre peut-être dans l'échelle, comme vous dites, l'échelle sociale ou autre, mais toujours est-il qu'il est en accord avec lui-même. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est des périodes très difficiles, c'est des choix, et les choix, il faut les assumer. Et donc, le fait de lire, pour revenir à votre question, pourquoi le conseiller cet ouvrage-là, c'est de se dire que dans la vie, on sera amené à vivre des choses qui ne sont pas toujours faciles. Mais à partir du moment où on sait pourquoi on fait ce choix-là, ben, d'une part, ça nous aide aussi à pouvoir bien les vivre, ces choses-là, et de pouvoir les assumer. Dans la vie, il faut assumer les choix qu'on fait, et on ne dit pas que tous les choix sont bons, mais à partir du moment où on les a faits, ben, il faut savoir les assumer. Donc le choix de l'engagement, il est là aussi. J'aurais pu choisir de m'engager avec ce régime-là, et depuis 25 ans, peut-être aujourd'hui je suis général, pourquoi pas, c'est pas compliqué. Pendant que j'étais légionnaire, mes promotionnaires étaient chefs de corps, ils commandaient leur régiment, mes promotionnaires de Saint-Cyr et autres. Il y en a au Tchad qui sont arrivés après moi et qui étaient déjà généraux. Mais je n'ai jamais eu de regret. Je n'ai jamais eu de regret parce que c'était mon choix. Mon choix, c'était celui de m'engager en étant en accord avec moi-même, mais toujours en me disant, je suis peut-être utile là plutôt que là-bas, en étant mal dans ma peau et en bénéficiant et en profitant donc des avantages matériels et autres. Voilà, donc le choix de l'engagement, il faut le lire parce que c'est tout simplement un exemple, parmi d'autres, concret de ce que peut être une vie. Ça veut dire aujourd'hui la vie n'est pas monotone. La vie, on peut être confronté à des choses imprévues. Et comment pouvoir rebondir, c'est aussi un exemple de résilience. Tous les récits, c'est des exemples de résilience. Comment à chaque fois on affronte des nouvelles situations et on rebondit parce qu'on a quand même un peu de bagages, on a un peu d'acquis et on les redéploie pour pouvoir avancer et continuer donc le combat de la vie. Et comme disait Nietzsche dans son ouvrage Le crépuscule des idoles, il disait, je ne suis pas germanophone, comment il disait et comment c'était traduit, à l'école de guerre de la vie, ce qui ne te tue pas te rend fort. Ben voilà. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui renoncent facilement. On a une société avec de la jeunesse qui zapping, moindre difficulté, je tourne bride. Ben non, voilà. La lecture de cet ouvrage-là peut aussi donner des exemples de comment je peux rebondir, comment je peux continuer, que la vie, elle peut continuer. Quel sens on peut lui donner, c'est ça. Être maître de sa vie. Et c'est ça, le mot choix a son importance. C'est choisir. On est acteur. C'est un peu quelque part une double lecture de ce titre qui serait le choix de l'engagement pour les autres, mais aussi le choix de l'engagement pour soi-même et le fait de choisir ses engagements et de se forcer quelque part à s'y tenir. Exactement. Parce que quand on s'engage, au final, c'est pas que pour soi. Le camarade qui sert à la gendarmerie, c'est pas que pour lui, c'est pas que pour sa carrière. Il a derrière, je sers mon pays. Celui qui forme donc les policiers afghans au fond de l'Afghanistan, c'est aussi pour les autres. Le camarade qui a choisi la voie civile et qui sert l'administration en tant que haut fonctionnaire, c'est aussi, peut-être il réalise quelque chose pour lui, mais c'est toujours au service des autres. Donc ce choix, bien sûr, c'est à la fois pour soi, mais au final, il faut qu'il soit bien réfléchi et mûri pour qu'il puisse être bénéfique aux autres. Donc, et ça, effectivement, c'est une double lecture qui peut être très intéressante parce que chacun y trouvera son compte
il n'y a pas de leçon donnée dans cet ouvrage-là. Personne, aucun des contributeurs n'a la prétention de donner des leçons de vie à qui que ce soit, mais des exemples de choix, d'engagement pour soi, pour les autres, qui peuvent tout simplement nourrir la réflexion, aider quelqu'un qui à un moment donné en doute, de pouvoir aussi rebondir, de se dire que non, peut-être je traverse une période très difficile, d'échec, de ce que je crois être un échec, mais au bout du compte, si je le capitalise, je peux en faire une réussite. Le jeune qui doute aussi de l'avenir, non, c'est aussi un exemple pour lui dire que non, l'avenir n'est pas bouché, rien n'est acté d'avance, c'est qu'est-ce qu'on en fait, comment on le perçoit, comment on le conçoit, comment on le construit son avenir, et à ce qu'on se donne les moyens d'y parvenir, c'est ça aussi. C'est une très bonne conclusion et on encourage les gens qui nous écoutent à lire ce livre. Merci pour cet échange. Merci à toi aussi d'être dans l'accompagnement de ce beau projet, de ce bel ouvrage et d'y croire. Et merci pour ton choix de nous accompagner et de ton engagement aussi. Ce sera effectivement l'engagement de Défense Zone qui est aussi une maison d'édition qui ne s'occupe pas que d'un magazine mais aussi de livres qu'on juge intéressants pour faire avancer les choses. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en version papier disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.